Merci d'avoir tenu à respecter ce rendez-vous depuis 25 ans. It took roughly 100 days to slaughter more than 1 million people. Our people, our families, our friends. In 100 days, a country, its communities, and its families were torn apart by hatred while the world stood by and watched. In its galleries exploring recent conflicts, the Canadian War Museum displays weapons associated with the Rwandan genocide. Cette année, c'est une année très spéciale pour moi parce que moi, en compagnie de 6 autres parlementaires, des députés de la Chambre des communes, des sénateurs, ont eu le privilège de visiter le Rwanda il y a un mois. Et pour tous les Canadiens, pour toutes les personnes qui n'ont pas eu la chance, le privilège de visiter le Rwanda, je vous suggère d'y visiter. Quel beau pays! Des gens très accueillants, une économie moderne. Kigali, c'est une ville exceptionnelle. I'm honored to be amongst you as we gather here today to mark 25 years since the genocide against the Tutsi in Rwanda, in solemn remembrance of all those who perished in the organized campaign of genocide that targeted Tutsi, including Hutu, and others who opposed it. As I speak, Her Excellency, the Right Honorable Julie Payette, the Governor General of Canada, is in Kigali today to join President Kagame to commemorate this important milestone in Rwanda's journey of transformation and reconciliation. Ça fait 25 ans, jour pour jour, le 7 avril en 1994, des hommes, des femmes, des enfants, même ceux qui n'étaient pas nés encore, des malades arrachés d'horaires lits d'hôpitaux, ont été massacrés sauvagement parce qu'ils étaient nés Tutsis. Alors, pour être ici en grand nombre comme ça, c'est un signe qu'on montre à ceux qui nous ont fait du mal qu'on n'oublie pas, qu'on est toujours là. Parce que ceux qui dénient le génocide des Tutsis, leur objectif, c'est vraiment effacer cette mémoire. Et vous, être ici cet après-midi, c'est un signe que vous montrez à ceux qui veulent effacer cette mémoire. Bavandimwe, nshuti, banyarwandakazi, banyarwanda muteraniye ahangaha, dukomeze kwibuka twiyubaka.
twamaganire kure abakomeje gupfobya jenoside yakorewe abatutsi. Ku bacikacumu muri hano, humura, humura. Nidukomeze kwigisha urubyiruko rwacu amateka yacu, amateka yabo, bayamenye, bafati ya mbere mu kubaka u Rwanda twifuza, u Rwanda rutemba amata n'ubuki. Nkuko babivuze, ya mana yirirwaga handi igataha i Rwanda, muri jenoside ikaba yaranze gutaha, ubu yaragarutse gutura mu Rwanda. Dukomere kandi dukomezanye. Uramenya barenganye nkawe, ubane nabo iteka ryose, natwe tubahoza ku mutima. Mebukuzagara na Loyisi William, Chantal Theophila na Mushimire, Mukorere Kabayisenge Mutesa na Angelique, mudusurize murangwa na bene Forongo. Mutubwirire Donatira Mukamunyurwa muti, aho wategaga ibisage barakwibuka wowe na Mukabirege, Mukamunana na Kamogi, Mukamutara na Ureri umubyeyi wacu. Amajwi meza n'umudiho byanyu ni umurage mwiza tuzawusazana. Thank you for choosing to join the people of Rwanda on a day like this. To you, fellow Rwandans, friends of Rwanda, distinguished guests, we say thank you for being here today to partake in Kwibuka 25th and contributing to the healing process of the Rwandan people 25 years later. My name is Clémence, and I'll be your host today. We are gathered here for Kwibuka for the 25th time. Et Kwibuka signifie se remémorer dans la langue Kinyarwanda. It describes the annual commemoration of the 1994 genocide against the Tutsi. This event kicks off a 100 days long official mourning period in Rwanda. Il y a 25 ans, jour pour jour, débutait aujourd'hui un des pires massacres que l'histoire n'ait jamais connu. Le génocide perpétré contre les Tutsis au Rwanda était un génocide de voisinage. C'est un génocide qui a laissé de graves séquelles physiques et émotionnelles, et surtout un grand vide pour les survivants qui ont dû vivre sans leurs proches. But 25 years later, Rwandans joined their hands and rebuilt unity where in 1994 there was no hope. We now have a light, we now have hope, and young people, the younger generation, has been pushing
to rise our country so that it becomes an example for our continent and for the world. So this day is being observed simultaneously in Rwanda and in all provinces of Canada. Donc je vais vous demander maintenant de tous vous lever pour qu'on puisse chanter l'hymne national. So I'm going to invite you all to stand up as we play the Rwanda national anthem. Nous allons débuter cette cérémonie en accueillant sur scène Mark O'Neill, président et CEO du Musée canadien de la guerre. Help me welcome to stage Mark O'Neill, who have distinctively, I'll do it, graciously to host us in this hall that transcends history for our people to be able to tell their story. Mr. O'Neill. Thank you, Clémence, and I think you're doing a terrific job, by the way. Muraho. Good afternoon, ladies and gentlemen, distinguished guests, diplomats, parliamentarians. I've noticed a few former parliamentarians, and I think most of all members of the community gathered here today. It really is a deep honor for the management and staff of the War Museum to have you here in this hall this afternoon for this important anniversary. J'aimerais souligner que l'endroit où nous sommes réunis aujourd'hui se trouve sur le territoire traditionnel non cédé de la nation Anishinaabe. We are gathered here today to observe a solemn anniversary. It is hard to believe that it has been 25 years since the beginning of the genocide in Rwanda that claimed 800,000 lives between April and July 1994. In 100 days, a country, its communities, and its families were torn apart by hatred while the world stood by and watched. In its galleries exploring recent conflicts, the Canadian War Museum displays weapons associated with the Rwandan genocide. These objects, to be sure, are extremely difficult to look at due to what they represent, but they help to tell an important aspect of the story, a story in which Canadians were involved. While the rest of the world debated how or whether to respond, these particular weapons were retrieved by Lieutenant General
Romeo Dallaire, and the handful of Canadian soldiers who remained in Kigali, saving what lives they could with what remained of the UN force. They and the survivors of the genocide, although powerless to stop it, bore witness to its full horrors and produced a powerful testimony that would not allow the world to forget or ignore what has transpired. Les liens qui unissent le Canada et le Rwanda sont forts, de même que l'engagement continu de nos pays à empêcher que de telles atrocités ne se reproduisent. En témoigne la présence au Rwanda ces jours-ci de la très honorable Julie Payette, gouverneur général du Canada, à l'occasion de la cérémonie du dépôt de la couronne pour souligner cet anniversaire. La voie de la réconciliation qu'a empruntée le Rwanda était semée d'embûches et le processus suivi pour prendre justice s'est avéré imparfait. Il reste que les progrès réalisés pour instaurer la paix au Rwanda sont remarquables. Ils symbolisent votre résilience et votre résolution à faire en sorte que le passé ne se répète pas et que le souvenir de ceux et celles qui ont péri ne se fasse jamais. My thanks to the High Commission of the Republic of Rwanda for choosing to hold this important event here at the Canadian War Museum. I know I speak on behalf of all Canadians when I thank you for allowing us to host you here for this important anniversary, and it is an honor to be able to speak in front of you today. Thank you, merci, murakoze. Thank you, Mr. O'Neill, for your remarks. I would like to welcome you to stand again as we pay tribute to the victims of the Tutsi genocide. We're going to observe a minute of silence in their honor. Nous allons observer une minute de silence en mémoire des victimes qui ont péri durant le génocide. Thank you. Je vais maintenant inviter le président de l'association Humura, a survivor advocacy group based here in Ottawa. Thank you, MC. Muraho. Ni mu izina rya Association Humura, nishimiye kubakira aha ngaha uyu munsi wo kwibuka. Mwakoze kuza muri benshi. Uyu munsi twibuka ku nshuro ya 25 abavandimwe bacu, ababyeyi bacu, inshuti twabuze muri jenoside yakorewe Abatutsi. Au nom de l'association Humura, qui représente les rescapés du génocide des Tutsis ici dans la région de la capitale nationale, je voudrais vous dire merci. Merci d'être avec nous ce 7 avril, non seulement pour les rescapés que nous sommes, mais aussi pour l'humanité tout entière. Merci d'avoir tenu à respecter ce rendez-vous depuis 25 ans. So it took roughly 100 days to slaughter more than 1 million people. Our people, our families, our friends. It started in the capital city, Kigali, and it spread throughout the country with shocking speed and brutality as ordinary citizens were incited by local officials and the Hutu government to take up arms against the Tutsi. Mais toutefois, mesdames et messieurs, ce génocide du XXe siècle n'aurait pas eu lieu
n'eût été l'indifférence de la communauté internationale. Malgré la présence des Nations Unies au Rwanda, malgré les rapports des différentes commissions des organisations des droits de l'homme et malgré les cris des victimes, un génocide a été préparé, des milices ont été entraînées, des armes ont été livrées, des appels au génocide ont été lancés. Eh bien, les télévisions de ce monde l'ont montré. Néanmoins, la communauté internationale a fermé ses yeux et pourtant, on avait dit haut et fort, plus jamais ça. Ladies and gentlemen, as survivors and as Rwandan Canadians, we have the responsibility to heed the lessons from this past tragedy. We hold a testimony that can serve our Canadian society and the world today. We saw what preceded the violence, the orchestrated dehumanization and demonization of the Tutsi. Being called names such as cockroaches, snakes, and enemies of the nation was the norm. Today, we are seeing the rising of a wave of online hate, fueled and exploited by politicians through disturbing speeches. The massacre at the Jewish synagogue in Pittsburgh, in the US, and the Christchurch massacre of the mosque in New Zealand have demonstrated that online hate can quickly turn into real-world violence and terrorism. Canada is not immune to these issues. A quick glance at content of some internet chat rooms and reports on hate crime in Canada, this shows that we need to remain vigilant. Mesdames et messieurs, à l'occasion de cet important anniversaire, nous tenons à remercier le Parlement du Canada qui, en 2015, a adopté la motion M587 proposée par l'ex-député conservateur Brad Batt. Cette motion réaffirme l'appui de la Chambre des communes à l'égard des lois et des résolutions à l'égard des dates de commémoration concernant l'Holocauste, le génocide arménien, le Holodomor ukrainien, les massacres de Srebrenica et le génocide contre les Tutsis du Rwanda. Nous saluons cette motion qui fait appel à tous les gouvernements actuels et futurs d'honorer les victimes du génocide en reconnaissant le mois d'avril comme mois de commémoration, de condamnation et de prévention du génocide. We also salute the courage and the kindness of all those who have helped Humura to keep alive the memory of the Tutsi in the past years. Our thanks go in particular to General Romeo Dallaire and former Attorney General of Canada, Erin Cotler. And many thanks to Liberal MP Greg Fergus, fellow Humura member, who finds time for us, rain or shine. We cannot forget Ontario MPP Nathalie Desrosiers, who has shown us a lot of support. And many thanks to Senator Mobina Jeffer, Jerry Kaplan, Zev Kalin, Catalina Sagara for their great support. Humura also wishes to express thanks to the families of the late Paul Duer and Father Jean Sancartier, who were great friends to Humura. May they rest in peace. Our thanks to the city of Ottawa and la ville de Gatineau for their support. We thank founding members of Humura Association and successive executive committees in the last 18 years, as well as our members who work tirelessly
to keep the lessons of the genocide alive. Merci. Merci beaucoup de maintenir allumé le flambeau de la mémoire et de l'espoir. Last but not least, we thank Canadians and our home Canada who have received us, embraced us as well. They received us, they embraced us when we were wounded, hurt, stateless, and scared. Thank you, Canada. Thank you, Canadians. Thank you for the rule of law, values of democracy, diversity, and fairness. Cela fait 25 ans que nous commémorons le génocide des Tutsis ici dans la région de la capitale nationale. Nous nous souvenons des nôtres. Mais malheureusement, il nous manque encore un lieu de mémoire, un lieu de recueillement. Il nous manque un lieu où nous pouvons déposer une fleur parce que cela fait aussi partie de notre guérison. Donc à l'occasion du 25e anniversaire, nous exprimons encore ce besoin, cette nécessité d'avoir un lieu de mémoire pour nous souvenir des victimes du génocide des Tutsis ici dans la région de la capitale nationale. Mesdames et messieurs, les activités de la 25e commémoration du génocide des Tutsis du Rwanda sont prévues du 7 avril au 19 mai 2019. 2 conférences sont prévues. Demain, de 16h à 20h, au Sénat du Canada. Et puis, en date du 13 avril, de 9h à 13h, nous aurons une conférence à l'Université Saint-Paul qui portera sur le thème « Repenser l'énigmatique, plus jamais ça ». Une messe solennelle sera aussi organisée en date du 28 avril à la paroisse Louis-Marie de Montfort. Et pour clôturer, nous aurons un tournoi international de basketball. Nous vous invitons à rester des nôtres durant cette période commémorative. Umuhanzi w'umusizi Rugamba Sipiriyani yaragize ati murumve twana twanjye nabaraza urukundo murarugira intego mwese aho mujya hose rubabera umutako mwiza uhora ubaranga ari amanywa ari nijoro. Mesdames et messieurs, en ce jour où nous commémorons les nôtres pour la 25e fois, la voix du poète et chanteur Rugamba Sipiriyani nous dit « Écoutez, écoutez mes chers enfants, je vous laisse l'amour en héritage, soyez sans crainte. » Pour terminer, j'aimerais citer une petite partie du poème de Philibert Muzima quand il dit « Résilience est made in Rwanda. Du jour où Gihanga le fonda, d'un ressort pour rebondir, il le dota. Tel un chat retombe sur ses pattes, tel un phénix renaît de ses cendres. » Mukomere cyane murakoze. Kwibuka is a period of deep mourning for survivors and their families. We have with us today friends of the Rwandan people. They have expressed the wish to share a few words of support with us. It is now my pleasure to welcome Greg Fergus, Liberal MP representing the riding of Earl and Aylmer in the House of Commons of Canada. He's a longtime friend of the Rwandan community in his constituency. Il vient de retourner d'un voyage d'affaires à Kigali au Rwanda. Monsieur Greg Fergus. Bon après-midi, good afternoon.
Encore une fois, je me trouve sur la scène ici pour, d'une façon d'exprimer ce que moi, en tant qu'une personne qui n'est pas rwandais, peut exprimer, peut comprendre de ce qui s'est passé il y a 25 ans. Et cette année, c'est une année très spéciale pour moi parce que moi, en compagnie de 6 autres parlementaires, des députés de la Chambre des communes, des sénateurs, ont eu le privilège de visiter le Rwanda il y a 1 mois. Et pour tous les Canadiens, pour toutes les personnes qui n'ont pas eu la chance, le privilège de visiter le Rwanda, je vous suggère d'y visiter. Quel beau pays! Des gens très accueillants, une économie moderne. Kigali, c'est une ville exceptionnelle. On était bien accueillis. Mais il y avait une chose que je sais que tout le monde ici ressent, surtout les rescapés. Il y a une lourdeur, un fardeau que portent les rescapés du génocide contre les Tutsis. Et je peux vous dire que j'ai vu ça de mes propres yeux. On a eu des discussions avec des parlementaires, avec les gens qui travaillent avec des ONG, des gens avec leurs pieds et mains sont en train de rebâtir une société. C'est dur. Et pour moi, comme Canadien, c'est incompréhensible. Mais la seule chose que je vais faire, puis je sais bien que je parle pour tous les élus qui sont ici ou les sénateurs qui sont ici, nous sommes solidaires avec vous. Nous allons marcher avec vous. Nous serons là quand vous voulez vous exprimer de cette horreur qui était le génocide. Et peut-être, en ce faisant, on va gagner un peu de sagesse pour éviter des discours qui blessent, des discours haineux et l'intolérance dans toutes ses formes. We stand with you. We hear you. We understand as much as we can understand the incomprehensible. That this genocide against the Tutsis is not just against you, but it's against all of humanity. And that we stand with you. Merci. Je vais maintenant inviter sur scène Michael Barrett. He's a member of parliament for the riding of Leeds, Grenville, Thousand Islands, and Rideau Lakes. Mr. Michael Barrett. Bon après-midi, good afternoon. So I come this afternoon to bring greetings from the leader of Her Majesty's Loyal Opposition, Andrew Scheer, and I'm honored to join you today. And it is an honor to welcome all attending today's 25th commemoration of the genocide against the Tutsi, hosted by the High Commission of the Republic of Rwanda. Today we remember the horrible atrocities that took the lives of more than 800,000 victims. It included Tutsis, moderate Hutu, and many more. May we join together as a nation to remember them and vow to prevent similar tragedies in the future. Canada's Conservatives have and will always stand against extreme violence, recognizing the ISIS genocide against Yazidis and others, and Myanmar's genocide against Rohingya Muslims. It was under the leadership of Canadian Romeo Dallaire, the Lieutenant General commanding a United Nations Observer Force and peacekeeping mission, that attempted to stop the genocide. 600 Canadians served in Rwanda.
selflessly risking their lives to save others and to protect those who sought refuge. I encourage all Canadians to learn about Rwanda, which has shown a legacy of strength, resilience, and unity that has allowed for its people to strive forward. Canada will continue to be in support of our furthering our shared democratic values. On behalf of Canada's Conservatives and our leader, Andrew Scheer, thank you for the opportunity to join you in this solemn observation today. Thank you, Mr. Barrett, for that message. Yes, we should encourage all Canadians to learn about the Rwandan history because the Rwandan history is part of the history of all human beings and everyone should learn about it. Je vais maintenant inviter Gord Jones, NDP member of Parliament for the federal electoral riding of Courtenay Alberni in the House of Commons of Canada. Mr. Gord Jones. Rahul, bonjour, hello. It's an honor to be here to stand in solidarity with my good friends from the Liberal Party, Conservative Party, to bring a message from the NDP, from our leader Jagmeet Singh, as we stand in solidarity today with Canadians from coast to coast to coast and people from around the world, as we pass on our condolences, our love to Rwandans around the world as you go through the difficult beginning of the next 100 days, as you reflect back on the most horrible genocide in the world that has happened in the last 25 years, to be able to move forward and to see so many of you here. We send you our love and courage. We know that the next 100 days will be difficult, and we will be there in solidarity as we wrap our love and our compassion around you and pass our condolences to all of you. Thank you. Merci. Merci, Monsieur Jones, pour un autre message de soutien et de solidarité au peuple rwandais. Je vais maintenant inviter the Dean of Diplomatic Corps, a friend of Rwanda, His Excellency Solomon Azombi. Bon après-midi, honorables députés canadiens et rwandais, parce qu'il y en a dans la salle, Excellences, Mesdames et Messieurs les membres du corps diplomatique, distingués invités, chers Rwandais et Rwandaises, c'est un honneur pour moi d'être ici pour commémorer avec vous cet événement douloureux de la nation, dans la vie de la nation rwandaise. Il est souvent dit que ceux qui ignorent les leçons de l'histoire sont souvent amenés à répéter les erreurs de l'histoire. Donc il est important que de temps en temps on marque un petit moment pour regarder derrière, pour tirer les leçons pour pouvoir avancer de manière plus décisive. Today, the world joins Rwanda in commemorating the 25th anniversary of the 1994 genocide that claimed the lives of almost 1 million people. This yearly event provides an occasion to honor the memory of those who perished in this national tragedy, to comfort those who survived it, but are burdened by the trauma and scars of the genocide, to educate future generations of Rwandans who were not there at the time of the genocide, so they can avoid the errors of the past. Also,
to awaken the collective consciousness of mankind at the global level to the dangers of policies and practices that foster division, disunity, and disregard for the dignity of the human person. Even as we do so, some may argue. I took the pleasure to look at the newspapers, even in Rwanda. Some may argue what good there is in looking backward and revisiting the pain of the past. Attacked for publishing a book on the Nigerian Civil War almost 25 years after it happened, the celebrated Nigerian novelist Chinua Achebe had this to say: "The danger for Nigeria is not in remembering that there was a civil war in Nigeria. The danger is in forgetting that there was a civil war in Nigeria and why it happened." In a similar way, the danger for Rwanda, and indeed for the world, is in forgetting or living in denial of such tragedies. We commend and congratulate the people of Rwanda for the courage and candor with which they have embraced their history. We also for the inspiring vision and values they have adopted in shaping the future and destiny of their country. The resilient people of Rwanda have proven to the entire world that it is possible to turn tragedy into triumph. Today, there is a sparkling new Rwanda emerging, a peaceful and prosperous new nation arising from the ashes and nourished by the streams of the blood that once flowed through the land. There is no better way to honor the memory and sacrifice of the victims of the Rwandan genocide. Thank you. Thank you to His Excellency Solomon Azombi for a message that is insightful and reminds us of the importance of remembering. Mu kinyabupfura kituranga nasabaga abana bato ko bahagurukira abakuze ku buryo babasha kwicara. So now we're going to proceed to an important section of this afternoon's program. Tout au long de l'événement, nous avons essayé de marquer l'importance de la jeunesse pour continuer le travail de mémoire. As His Excellency Solomon Azombi just mentioned, the danger for Rwanda, Nigeria, and the world is to forget. And we believe that the younger generation is the guardian of that memory. The ceremony that follows draws our attention to the role of the younger generation in preserving the memory of the genocide against the Tutsi. So we're going to light an eternal flame, and this exercise will be carried out 25 times in representation of the duty to transmit the memory of the genocide from a generation of elders to the younger one. Here, the youth is invited to carry the responsibility of honoring the memory of the victims. They are also called to sustain the reflection on this part of Rwanda's history and to understand the lasting imprint it has left on our society. We hope that they will thus be best equipped to not fall prey to those who constantly strive to manipulate historical facts for vicious political or economic motives.
The procession will be accompanied by the powerful words of Jean-Marie Vianney Rurangwa from his poem, La fin de la fête, read by Maya. So I'm going to call Ghislain Chema, the president of FOMURA, to start the ceremony of lighting the lights. I'm going to invite you on stage. Yeah? Yes, yeah. So I would like to invite you to light the first light. Okay. I would like now to call the first two representatives of the two generations, an adult, and a child. Le hibou ulule au-dessus de ma tête, et moi, tête de mule, je continue ma fête. Mais quand le volcan s'éveille au coucher du soleil, et que son feu vermeil rougit le ciel qui tombe sur la terre de mes pères, signal de la tempête, tempête de l'hécatombe, qui illico se déchaîne par les monts et par les plaines. Je descends du haut désert et je reviens sur terre. Je retrouve alors ma tête qui était en l'air, et je fais un constat amer. Les gens que naguère je prenais pour des frères sont devenus des bêtes. Ils coupent férocement la tête aux petits enfants qui têtent leur maman au cœur se renversant. Biragatsingwa ibyabaye tusabimana nibizasubire. Biragatsingwa ibyabaye tusabimana nibizasubire. Ils ont perdu la tête, ils sont devenus des bêtes, ils ont gâché ma fête, ils ont pris des machettes pour trancher la tête. Des gens qui sont en fête. Ils saccagent, brûlent ou volent, ils tuent et ventrent ou violent. Je ne sais si je suis sur terre ou si je suis en enfer, car ce que je vois dépasse tout entendement. Mon pays a changé de face, il est littéralement à feu et à sang. C'est le début de l'incarnation de la haine, la déraison. Les tueurs impénitents versent le sang des innocents. Biragatsingwa ibyabaye tusabimana nibizasubire. Biragatsingwa ibyabaye tusabimana nibizasubire. Je crie alors au secours, mais le monde reste sourd. Pour moi ce n'est pas drôle, je n'ai ni or ni pétrole. Mais le sang des miens est noir, trop noir pour émouvoir. Je quitte les larmes aux yeux, la terre de mes aïeux, mais dans l'espoir que sous d'autres cieux, je pourrais vivre mieux. Loin du théâtre des horreurs qui ont meurtri mon cœur. Mais le destin se rit de moi, car toujours je revois le passé noir de mon pays, passé qui me poursuit partout où je suis. Biragatsingwa ibyabaye tusabimana nibizasubire. Biragatsingwa ibyabaye tusabimana nibizasubire.
Thank you. So the ceremony that you've just witnessed is a visual representation of the duty to transmit the memory of the genocide from a generation of elders to the younger ones. I would like now to invite on stage Honorable Andrew Leslie to first light a candle on the stage. Honorable Andrew Leslie. Madame la chargée d'affaires, mon ami, Excellences, Friends of Rwanda, Mesdames et Messieurs, good afternoon. Mui Rewi, this is my third occasion to share in this solemn duty and vigil with you. Before I go any further, though, I'd just like to introduce fellow parliamentarians from the Government of Canada that are here. From the Liberal Party, Greg Fergus. Greg, could you please stand? From the Conservative Party, Michael Barrett. Michael, could you stand? And from the New Democratic Party, Gord Johns. Gord, could you stand? Thank you very much. I'm honored to be amongst you as we gather here today to mark 25 years since the genocide against the Tutsi in Rwanda, in solemn remembrance of all those who perished in the organized campaign of genocide that targeted Tutsi, including Hutu, and others who opposed it. As I speak, Her Excellency, the Right Honorable Julie Payette, the Governor-General of Canada, is in Kigali today to join President Kagame to commemorate this important milestone in Rwanda's journey of transformation and reconciliation. Au nom du gouvernement du Canada, je remercie le Haut Commissariat de la République de Rwanda d'avoir organisé cet événement. Aujourd'hui, nous pouvons ensemble joindre notre voix à celle des Rwandaises et des Rwandais qui, partout dans le monde, honorent la mémoire des victimes de cette affreuse tragédie. Nous tenons à exprimer notre respect pour les survivants et pour tous ceux et celles qui ont consacré leur vie à la reconstruction et à la réconciliation de leurs familles et de leur communauté. The 1994 genocide forces all of us to renew commitments and vows to prevent this most serious and heinous of crimes of happening as outlined under international law. This includes, of course, genocide, war crimes, and crimes against humanity. This cornerstone of the United Nations commitment to international peace, security, and stability has been outlined by the United Nations and ascribed to by participating nations. And Canada welcomes the remarkable work of the UN Special Advisor on the Prevention of Genocide, Adama Dieng, for his commitment to advocate and ensure, working with member nations, that this never happens again. However, it's with much regret and sorrow that, as we know full well, genocides are still happening around the world. And we all have to do more to stop them. As a former soldier who's been deployed in wars, let us never see this type of act again. In the words of our Minister of Foreign Affairs, the Honorable Chrystia Freeland, genocide has no place in the world. No one should fear discrimination, persecution, or violence
because of who they are. And Canada will always continue to strive for and champion human beings as being equal in dignity and rights. It is by addressing today's challenge in an inclusive, tolerant, respectful manner that we can help prevent the resurgence of the hatred that led to this genocide, and we look forward to deepening our partnership and friendship between our two countries as we work together towards a common vision of a more prosperous and peaceful world. In particular, Canada and Rwanda have a shared commitment to improving peacekeeping, and a lot of recent work has taken place, notably through our support of the Kigali Principles on the protection of civilians and the Vancouver Principles on the prevention of the recruitment and use of child soldiers in wars. Two distinct but complementary instruments. Indeed, we're linked together by a common recognition that in our own historical legacies, our experiences have handed us a responsibility, both implied and direct, to go out in the world and try to make it a better place. We also believe that good governance is at the root, the fundamental basis of all those here and assembled, and unites us in trying to stop heinous actions such as we've seen a short while ago. Since 1994, Rwandans have rebuilt and developed their country in a truly remarkable manner. This achievement is highly commendable, even more so knowing that you're resolutely continuing on a path aimed at greater economic prosperity and poverty reduction. Le thème de la commémoration cette année, Remember, Unite and Renew, nous rappelle une fois encore l'impressionnante résilience dont a fait preuve le peuple de Rwanda au fil des 25 dernières années. Chers amis rwandaises et rwandais, l'esprit de réconciliation et de tolérance qui vous anime constitue la base de la reconstruction sociale et physique de votre pays et nous fournit une grande source d'inspiration. My sincere gratitude for having the honor to join my fellow members of Parliament to be with you today to commemorate this tragic event and never again. And my most sincere compliments to all those at the Rwandan High Commission who've organized this event and extended the invitation to us. Thank you. I would like to welcome now the host of this event, the High Commission of the Republic of Rwanda. I would like to invite on stage Mrs. Shakila Umutoni, chargée d'affaires du High Commission of the Republic of Rwanda. Mrs. Shakila Umutoni. Honorable Andrew Leslie, Parliamentary Secretary to the Minister of Foreign Affairs and representing the Government of Canada here, members of Parliament and senators present here, I recognize all of you representatives of the political parties here in Canada, the Conservative Party, NDP, the Liberal Party, of course. Dean of the Diplomatic Corps, thank you for being here with us. The Honorable John Rukumbura, who is a Member of Parliament from Rwanda, thank you for being with us. Excellencies, ambassadors and high commissioners, members of the Diplomatic Corps, Mr. Mark O'Neill, thank you so much for hosting us today. It really means a lot to us. Monsieur Ghislain Chema, le président de l'Association des rescapés du génocide, ici à Ottawa-Gatineau, merci. Leaders of our communities in Canada, I've seen all of you coming from all over, from Toronto, from Quebec City, from here, Ottawa and Gatineau. Thank you so much for being here on this special day. Our Honorary Consul, Bill Deleuze, friends of Rwanda, fellow Rwandans, distinguished guests, mesdames et messieurs. De prime abord, permettez-moi de remercier sincèrement chacun d'entre vous pour votre présence ici, afin de nous soutenir, de soutenir le peuple du Rwanda qui entre pour la 25e fois dans la période commémorative qui va durer 100 jours. Un merci particulier au Canada pour la marque d'attention portée à cet événement.
Aujourd'hui, à Kigali, la très honorable Julie Payette, gouverneure générale du Canada, s'est jointe à d'autres dignitaires pour témoigner de leur solidarité au peuple rwandais et l'accompagner sur son chemin de reconstruction. Sous le thème de mémoire, unité, renouveau, la commémoration de cette année se focalisera sur l'héritage de force, de résilience et d'unité que la nouvelle génération est appelée à soutenir, à faire avancer et adapter aux défis et aspirations actuelles. Pendant cette période dédiée à la mémoire, nous rendons hommage à nos très chers disparus et nous nous tenons tous solidaires avec les rescapés du génocide des Tutsis. Aux rescapés dans cette salle et ailleurs, sachez que vous n'êtes pas seuls. Votre douleur est la douleur du Rwanda. Grâce à votre force, notre pays se dessine un avenir meilleur pour les générations futures. En commémorant, nous nous réjouissons également du parcours effectué pendant les 25 dernières années et les progrès réalisés, entre autres, grâce à la résilience de notre peuple. Excellencies, distinguished guests, today marks exactly 25 years to the day when Rwanda went through the horrific and gruesome genocide that took the lives of over 1 million people. For 3 good months, soldiers and government gendarmes, accompanied by militia of the ruling party and its satellites, scattered throughout the country, supervised by the national and local officials, exterminated the Tutsi of Rwanda. While the full-scale genocide against the Tutsi was carried out from April to July 1994, the extermination had begun decades before that, in November of 1959. In December 1963, the massacres took on the scale of mass extermination to the extent that Westerners who witnessed the event, journalists and researchers, termed them as genocide. The massacre came to an end in July 1994 when the Rwandan Patriotic Front gained control over the country and established a broad-based transitional government comprising vital forces of the nation which had not taken part in the genocide. Today, we pay tribute to all those soldiers, commonly referred to as Inhotanyi, for their selflessness and sacrifice. Excellencies, distinguished guests, ladies and gentlemen, this year's commemoration under the theme To Remember, Unite, Renew will focus on the legacy of strength, resilience, and unity that the new generation is called upon to sustain and carry forward to adapt to today's global challenges and future aspirations. As we remember, we honor those we lost, comfort those who survived, and pay tribute to the sacrifices that brought Rwanda back to life. Following the genocide perpetrated against the Tutsi, the concern of the government of national unity was to rebuild the country and promote the socio-economic development of Rwandans. Referring always to Rwandan culture, various mechanisms and initiatives have been put in place and have contributed to many of the successes we see today in Rwanda. In the last quarter of the century, Rwanda has invested in rebuilding its institutions and economy. Furthermore, Rwanda relies on its youth to sustain the current gains and build the Rwanda we deserve, a united, secure, and prosperous Rwanda. We Rwandans have put the dark history behind us, and the country has changed from what some have described as a land of zombies and misery 25 years ago to become an economic model on the African continent. In order to recover from the genocide and all its consequences, Rwanda has worked on several components in all sectors
and they have helped the country to turn into what we are seeing today. Those sectors include politics, economy, regional integration, security and stability, justice and reconciliation, transparency and accountability, and education. We are no longer defined as the country of genocide. We are no longer shy of being Rwandans. We proudly define ourselves as daughters and sons of Rwanda. We are simply Rwandans. We belong to the Rwanda that promotes unity and reconciliation among its people, the Rwanda where gender parity is a reality, the Rwanda that is among the safest and secure in Africa, and where it is easiest to do business. Excellences, Mesdames et Messieurs, les progrès réalisés sont nombreux, mais nous sommes également conscients du chemin qui reste à parcourir. Notre ambition est de devenir une économie basée sur les connaissances et un pays à revenu moyen dans un futur proche. D'autre part, 25 ans après le génocide, la justice n'est pas encore rendue complètement. La négation du génocide et le révisionnisme prennent de l'ampleur. Si nous voulons donner un sens profond au mot « plus jamais ça », il est impératif que la communauté internationale se joigne aux efforts du Rwanda et s'assurer que tous les présumés génocidaires font face à la justice. As President Paul Kagame said this morning at the commemoration event in Kigali, and I quote, "Genocide hibernates as denial. Revisionism is not just demeaning, it's dangerous." Bavandimwe, shuti, banyarwandakazi, banyarwanda muteraniye ahangaha, dukomeze kwibuka twiyubaka. Twamaganire kure abakomeje gupfobya jenoside yakorewe abatutsi. Kubacika cumu muri hano, humura, humura. Nidukomeze kwigisha urubyiruko rwacu amateka yacu, amateka yabo, bayamenye, bafati iya mbere mu kubaka u Rwanda twifuza, u Rwanda rutemba amata n'ubuki. Nk'uko babivuze, ya mana yirirwaga ahandi igataha i Rwanda, muri jenoside ikaba yaranze gutaha, ubu yaragarutse gutura mu Rwanda. Dukomere kandi dukomezanye. Murakoze cyane. Merci beaucoup. Thank you so much for your attention. Now, before I leave the stage, I would like to encourage you all to take, it's just 2 minutes. If you can stay for 2 more minutes and watch this very short video that will be on the screen. It's very short indeed, but it summarizes the Rwandan spirit today. Thank you. You're now going to hear a moving testimony from an incredible young Rwandan woman whose experience during the genocide, although not unique in the Rwandan context, offers important lessons of courage and resilience. Irène Nyirawizeye est née au Rwanda, dans un petit village rural. Alors qu'elle n'avait que 8 ans, le génocide contre les Tutsis au Rwanda de 1994 frappe en plein fouet sa communauté et son village. Comme des milliers d'autres personnes, les membres de sa famille sont massacrés et tués sauvagement à coups de machette, parfois devant ses yeux. Elle réussit à s'enfuir et elle va maintenant vous raconter son histoire. Donc, bonjour à tous. Donc, comme vous me l'ont présenté, mon nom c'est Irène Nyirawizeye, de Rwandaise, mais Irène Dallaire maintenant. J'ai changé de nom depuis quelques temps, par une longue histoire d'adoption, mais c'est toute une histoire. Je m'excuse, j'arrive, je suis un peu soufflée parce que je pars de Québec, donc je viens d'arriver, donc je me demande de m'excuser pour que je prenne un petit peu mon souffle. Donc, comme ils vous l'ont parlé, je vais vous donner mon témoignage. Mon témoignage est écrit dans un livre qui s'appelle « L'improbable destin d'Irène », donc qui sera en librairie le 10 avril. Mais comme
on l'a dit souvent, ce n'est pas un témoignage c'est mon témoignage, mais c'est un témoignage parmi des milliers, c'est des témoignages parmi beaucoup, beaucoup de monde. Alors, moi, je viens d'une famille de 4 enfants. Donc, on est nés, on était deux filles, 2 garçons. J'étais la plus vieille de tous, donc l'aînée. Mais à cette époque-là, mes parents ont aussi... donc, mes parents avaient adopté 2 enfants, donc un autre garçon et une fille. Donc, on se trouvait, on était 3 garçons et 3 filles. En 1994, quand le génocide est arrivé, j'avais 8 ans. À cette époque, j'ignorais complètement la différence des ethnies qui se présentaient en ce moment-là. J'étais aussi surpris que la plupart des gens, j'imagine des Rwandais, qui ignoraient cela. Et le jour où ça a commencé, je me rappelle, moi je dormais, c'était la nuit. Et j'ai juste attendu mes parents s'agiter. Mais quelques jours avant, on avait eu une surprise à la maison, où il y a des personnes qui sont venues chercher mon père, comme peut-être 3-4 jours avant que le génocide commence. Et ils ont commencé à tourner, j'attendais des cris, mais j'ignorais absolument c'était pourquoi, jusqu'à ce que les personnes viennent et ils se présentent devant notre fenêtre, où moi et ma sœur on dormait. Et je les ai entendus dire « Oh, c'est une chambre des enfants » parce qu'ils avaient des grenades, ils voulaient lancer des grenades dans la maison. En ce moment-là, comme on était des enfants, par la grâce de Dieu, ils n'ont rien fait. Et on a fini par être secourus par des voisins, dont un, il y a une grenade, ils ont lancé une grenade à ce voisin-là, et il s'est trouvé à l'hôpital en ce moment-là. Et quand le génocide est arrivé, quelques jours plus tard, on a dû quitter la maison. On est parti, donc moi je suis née dans un village de Butare, Imalaba. Peu de gens connaissent peut-être cette petite village, mais il y en a d'autres qui connaissent quand même. Butare est assez connu au Rwanda. On se dirigeait dans un autre village chez mes grands-parents, à Lurakia, où est-ce que donc on pensait qu'on pouvait s'éloigner. En fait, j'ignorais encore à ce moment-là qu'est-ce qui arrivait. Pour moi, on quittait la maison. J'ai dit au revoir à tous mes voisins. On s'est dit, je pensais vraiment qu'on allait chez mes grands-parents. Je ne comprenais pas encore exactement ce qui s'est passé et ce qui se passait en ce moment-là. On est allé chez mes grands-parents. On a resté quelques jours, pas très longtemps, où mon père pensait qu'on pouvait rester encore là. Et mon père a loué une maison, mais on est resté 2 jours dans cette maison-là. Parce qu'en ce moment-là, les génocidaires se sont présentés à Lurakia, c'est notre petit village de Butare. Ils se sont présentés ils ont commencé à tuer les gens. Quand on est arrivé, il n'y a pas beaucoup de gens. En fait, il n'y avait pas de gens qui mouraient en ce moment-là. Mais là, ça a commencé. Et mon père, il pensait que, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui l'ont fait en ce moment-là, mais de payer des policiers pour nous protéger, de payer des gens de responsables pour nous protéger. Et il a fait cela, qui était une erreur, malheureusement. Alors, on s'est présenté, beaucoup de gens, on était beaucoup de monde à la commune de Lurakia, en passant que les policiers allaient nous protéger. Et en arrivant là, on a passé une nuit aux Belles Étoiles. Et le lendemain, mon père a appris qu'il y avait des gens qui allaient venir tuer les gens dans ce moment-là à cette commune. Et mon père a décidé d'aller nous cacher dans la ville de Lurakia. Alors, il m'a accompagné, moi et ma mère, une femme que je ne connaissais pas, mais qui était une amie de mes parents. On est allé à Lurakia, à la ville, mais quand on est arrivé, toutes les maisons étaient détruites. Il y avait des gens, beaucoup de monde qui étaient morts, qu'ils avaient tués. Et là, on s'est caché dans une maison qui était déjà détruite avec mes parents, avec ma mère. Et mon père est retourné à la commune de Lurakia. Le lendemain, comme on l'attendait, on espérait qu'il arrive. Alors, on a attendu. Il n'est pas arrivé. Alors, on a décidé de refaire la route pour aller voir qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi il n'est pas venu. Et c'est là que quand on est arrivé à la commune, écoutez, on a juste vu des cadavres. Il y avait des morts partout, des enfants, des jeunes, des vieux, des grands-pères, tous ceux qu'on avait côtoyés la veille, on voyait les cadavres partout. En ce moment-là, je pense que c'est là que j'ai vraiment pris conscience qu'il y a quelque chose qui ne marchait pas. Ma mère est devenue hystérique. Elle a commencé à regarder un corps à la fois en pensant retrouver mon père. Mais au final, on a réalisé que mon père n'était pas dedans. Et un inconnu que je ne connais pas visait ma mère où est-ce que mon père se cachait.
Alors, il y avait une petite maison à la commune que mon père a pu se cacher dedans. Donc, heureusement, il était encore en vie en ce moment-là. Alors, on l'a trouvé là, dans une petite chambre où est-ce qu'il se cachait. Au moment où il a commencé à nous raconter qu'est-ce qui est arrivé, qu'est-ce qui s'est passé, la nuit, ça a pris à peu près une dizaine, 15 minutes, et on a attendu les personnes venir frapper sur notre porte. Ils ont frappé en appelant le nom de mon père. J'imagine qu'ils avaient su qui était là. Donc, si on l'a su facilement, ça n'a pas été long à eux de retrouver où ils se trouvaient. Ils ont défoncé la porte, et en ce moment-là, ma mère m'a donné l'ordre de prendre mon petit frère. Alors, j'ai pris mon petit frère sous le dos, et sans réfléchir, j'ai juste couru à travers les génocidaires, et je suis arrivée devant la porte d'entrée de la maison, et il y a une personne qui m'a pris pour me demander où j'allais, et je lui ai tout simplement dit qu'on m'avait pardonné. De quoi? Je l'ignorais vraiment, mais je savais que, puisqu'on avait fait quelque chose de mauvais, je l'ignorais. C'est la seule chose qui est sortie dans ma bouche. Et cet homme-là, il m'a regardé et il m'a laissé partir. Donc, je suis sortie en courant du portail. Donc, ceux qui ne savent pas, au Rwanda, des fois, il y a des portails, il faut sortir. Les maisons sont un petit peu cachées, la plupart. Donc, je suis sortie de là. Et en arrivant à l'extérieur, j'ai vu mes parents et le reste de ma famille, ils amenaient les tuer. Mais donc, où est-ce que ça se trouvait, tous les corps? Donc, je le voyais, c'est sûr que c'était clair qu'ils allaient mourir. Et moi, je me demandais où j'allais. Et je me suis juste arrêtée en me posant la question, si j'allais à droite, il y avait la maison du préfet de cette ville, dont il était responsable de qu'est-ce qui s'est passé. J'ai appris ça plus tard. En ce moment-là, je ne le savais pas. Et je ne savais pas où aller. Les soldats, j'avais compris que c'était dangereux, mais pas plus. Et heureusement, il y a 2 soldats qui m'ont vu, ils m'ont demandé où j'allais, où je voulais, qu'est-ce que je faisais là. Et je n'ai pas répondu, mais ils ont compris que je pense qu'avec leur regard qu'ils ont vu, ils ont vu que j'étais terrifiée. Ils m'ont tout simplement dit d'aller dans la maison voisine, qu'une femme allait me cacher. Donc, il y a bon, je vais juste faire une petite description. Ceux qui ne savent pas, au Rwanda, des fois, les maisons, il y a un petit trou où est-ce qu'il y a de l'eau qui sort quand on le verse. Et là, j'étais assez petite pour passer là-dedans. Donc, j'ai poussé mon frère et je me suis poussée. Donc, on s'est retrouvés dans la cour de cette femme. Et quand elle m'a vue, elle a paniqué. Elle s'est demandé qu'est-ce que je faisais là. Et je lui ai dit qu'il m'a demandé qui j'étais. Et je lui ai dit que j'étais l'enfant de Kabaïza, qui était mon père. Et après ça, cette femme-là m'a demandé... donc, elle a dit, vous ne pouvez pas rester ici parce que si mon mari le sait, elle va vous tuer. Mais comme je ne bougeais pas, elle n'a pas eu le choix de nous cacher. Donc, elle nous a pris, elle nous a mis dans une petite chambre dans cette maison-là. Elle a fermé les rideaux pour que son mari ne voie pas. Elle nous a demandé de ne pas bouger. Et on se cachait en dessous du lit et de rester là, au cas où quelqu'un pourrait nous apercevoir. On est resté là, terrifiés, en dessous du lit, sans savoir qu'est-ce qu'on allait faire ou qu'est-ce qui allait nous arriver. Et durant la nuit... ils sont venus me chercher en m'affirmant qu'il y a quelqu'un qui me connaît qui est dehors. Et dans ma tête, je me disais, qui peut me connaître? Parce que je connaissais personne. Et j'ai dit non, je ne connais personne. Et là, ils m'ont dit non, elle insiste, elle dit qu'elle te connaît. Et quand je suis sortie dehors, donc c'était ma soeur qui était là. Quelqu'un avait dit que je me trouvais là, donc elle s'est présentée à cet endroit. Et elle était blessée. Elle était énormément blessée. Là, elle avait un trou dans la tête. Elle était complètement... Elle était vraiment... Quand je l'ai vue, j'ai paniqué. Premièrement, je ne l'ai pas reconnue. Et après, quand je l'ai regardée, j'ai dit, bon, mais c'est elle. Et là, j'ai dit à cette femme que je connais, donc cette femme, elle paniquait encore en se disant, mon Dieu, mon mari va vous tuer, c'est sûr que je ne veux pas que vous mouriez sur mon toit, mais elle a quand même fait rentrer. Elle a fait quelques pansements. Et c'est là que ma soeur m'a raconté qu'est-ce qui s'est passé, parce que je n'étais pas là. Donc, ma soeur m'a dit que mes parents, quand ils ont amené, mon père c'était un homme qui était très croyant. Et d'ailleurs, quand je n'allais pas à l'église, je me faisais taper un petit peu, je dirais corriger, pas vraiment battre, mais corriger. C'était très important, la croyance, pour mon père. Alors, quand ils l'ont amené, la seule chose qu'il les a dit, c'est d'accord. Donc, ma soeur m'a expliqué qu'il les a dit, si vous voulez nous tuer, d'accord, mais laisse-nous prier. Et il m'a dit qu'ils se sont mis à genoux. Ils ont tous commencé à prier. Et avant de finir, ils ont commencé à découper mon père. Et puis à frapper mon frère dans le dos de ma soeur, ainsi que ma soeur dans le dos de ma mère. Et donc, ils ont frappé mon autre soeur
qu'on avait adoptée et elle a perdu connaissance. Et ils ont pensé, elle s'est réveillée beaucoup plus tard, comme 6 heures plus tard, parce que ils ont pris mes parents comme vers 11 heures. En tout cas, c'était noir. Oh, c'était noir, donc j'imagine que c'était plus tard dans la soirée. Et elle ne m'a pas raconté plus que ça. Et puis, on est resté là. Mais le lendemain, la femme a dit, écoutez, mon mari sait que vous êtes ici et il est allé chercher les gens pour vous tuer. Vous devez absolument partir. Mais revenez demain, peut-être que là, je vais vous cacher. Alors, on est sorti de chez lui, de chez elle. On est parti frapper sous les portes qui se trouvaient aux alentours. Et les gens, ils ne voulaient pas nous cacher. Ils ne voulaient pas, donc ils ne nous cachaient pas. Et ils appelaient les gens pour nous tuer. Donc, ils savaient qu'il y avait des gens qui rôdaient, les enfants qui rôdaient autour. Alors, on est parti se cacher dans des bananiers. Il y avait des bananiers, donc on est allé se cacher là. Mais ma sœur a souffert tellement qu'elle faisait que j'aimais. Et mon frère avait faim, il était fatigué, donc il pleurait. Et plus loin, j'attendais les gens qui nous cherchaient par là. On nous a dit que les enfants sont là. Et là, la seule chose que j'ai faite, c'est prier et dire, Seigneur, fais en sorte qu'ils dorment. Au moins, moi, je vais rester éveillée, mais il faut que ces deux-là dorment parce qu'ils vont nous retrouver. Alors, en fait, finalement, je ne sais pas comment, mais ils se sont endormis, mais moi aussi. Je me suis endormie à mon tour. Et je me suis réveillée le matin et on était encore là. Je ne sais pas ce qui s'est passé par la suite. Je ne sais pas s'ils nous ont trouvés ou pas, mais j'imagine que non, parce qu'on était encore en vie. Alors, on a repris la route. On est parti voir la madame. Elle a dit, vous ne pouvez plus vous cacher ici parce que mon mari il va vous tuer. Alors, j'ai repris mon frère sur le dos parce que mon frère ne voulait pas mettre les pieds par terre. Donc, pendant tout le génocide, je devais le prendre sur mon dos. Il ne voulait absolument pas mettre les pieds par terre. Alors, j'ai pris mon frère, encore, on est parti. Et le seul endroit qu'on connaissait, c'était entre la ville de l'Ourakia et la commune. On ne connaissait pas un autre endroit. Alors, on a dit, bon, ça c'est dangereux, on retourne à la ville de l'Ourakia. Alors, on a marché encore, et marché. Et puis, on est arrivé à la ville de l'Ourakia, là où on s'était caché avec ma mère. Et à côté, on a vu une maison, on attendait des bruits. Et quand on est allé frapper sur la maison et on a vu nos voisins de mon village qui étaient là, on se disait, mais on les a demandé de se cacher avec eux et ils nous ont dit qu'ils étaient trop dans la maison. Ils ont dit qu'ils ne peuvent pas nous prendre. Ils nous ont dit, on est trop dans la maison et on ne sait pas si on va vivre nous-mêmes. Donc, c'est mieux que vous ayez tenté votre chance ailleurs. Mais comme on n'avait nulle part où dormir, alors on a dormi sur le trottoir devant cette maison-là. Et le lendemain matin, on est retourné sur la commune. C'est le seul endroit qu'on connaissait. Ma sœur souffrait énormément. Alors, je voyais bien qu'on n'allait pas aller nulle part. Alors, on a décidé de l'amener à l'hôpital qui se trouvait sous la commune. Il y avait comme un petit hôpital de soins. Donc, je l'amène là. Et il y a une femme qui nous accueille. Et ça a pris 30 secondes. Et les génocidaires sont arrivés nous chercher. Ouais. En fait, ils sont venus chercher ma sœur. Parce qu'elle était blessée. Donc, c'était évident qu'elle n'était pas décédée. Et moi et mon frère, on est restés assis, figés. On ne savait pas trop. 5 secondes plus tard, cet homme-là vient nous chercher encore et nous demande de le suivre. Alors, on a dit, j'ai demandé pourquoi. Et il m'a dit que ma sœur lui a dit qu'on était ensemble. En ce moment-là, je me suis dit, mais pourquoi elle a fait ça? Mais plus tard, on en a parlé. Mais j'ai tourné en rire, mais c'était pas vraiment super drôle. Même pour ma sœur, en fait, quand j'ai reposé la question plus tard, j'ai dit, mais pourquoi tu avais dit qu'on était ensemble? Tu savais qu'est-ce qui allait se passer? Elle m'a expliqué que comme tout le monde était décédé, pour elle, pourquoi pas toutes mourir ensemble? J'ai compris ce qu'elle a pensé, mais c'était plutôt un cri de désespoir. Ma sœur, à cette époque-là, elle avait 2 ans de plus, donc elle avait 10 ans. Donc elle se disait, bon, pourquoi pas? On va mourir tout ensemble. Donc, elle les avait dit, mais je suis avec eux, si vous m'amenez, on part tout ensemble. Donc, ils nous ont conduits à la place où, effectivement, ils avaient tué mes parents. Et il y avait un fossé qu'ils avaient creusé, puis il y avait beaucoup de corps à l'intérieur. Ils nous faisaient faire la ligne parce que, déjà qu'il y en avait beaucoup de corps autour de cet endroit, et il y avait aussi dans la fossée. Donc, ils nous faisaient faire la ligne pour, si on meurt, ils nous jettent directement dans la fossée. Alors, on a fait la ligne et j'ai comme plutôt tiré mes soeurs en disant on va aller derrière le temps de savoir qu'est-ce qu'on fait. C'est ce que je me disais, mais on n'avait pas d'espoir de survivre en ce moment-là. Ils nous ont demandé de nous déshabiller. Alors, on s'est déshabillés.
Mais en marchant, j'ai aperçu mon petit frère qui n'était pas décédé. Il était encore en vie. J'ai vu ma mère qui n'était pas encore morte. Et ma petite sœur, elle ne bougeait pas, donc j'ai conclu qu'elle était décédée. Quand ils nous ont vus, ils ont bougé. Je ne sais pas si c'est parce qu'ils voulaient que je le prenne, je l'ignore, mais ils ont bougé et les génocidaires, ils ont vu la même, comme on les a vus, ils ont vu la même chose que nous, on a vu. Et en ce moment-là, en fait, ils ont tué directement devant nous. Et puis, on a fait la file. Et moi, je sais que j'essaie de voir le regard de mon père. Et ma soeur m'avait dit, tu peux pas, Irène, ils l'ont coupé, tu peux pas, arrête de chercher. J'essaie au moins d'avoir un œil, voir si je peux l'apercevoir. Et c'est dommage parce que pendant des années, j'ai regretté. Je me disais, j'aurais dû retourner, j'aurais dû aller les chercher. Pourquoi je ne l'ai pas fait? Mais bon, finalement, j'ai fini par avoir de l'aide et comprendre que ce n'était pas ma faute, finalement. Mais ça m'a pris vraiment des années pour que je puisse me déculpabiliser du fait qu'ils ont passé 3 jours. Je sais qu'il y avait la pluie qui avait tombé, mais qu'ils ne pouvaient pas se relever. Et ça a été quelque chose que j'ai porté pendant longtemps. Et au moment où est-ce qu'ils nous font la file, donc ils tuaient les gens et j'étais dans la fossée, on a fait, je ne sais pas comment, en tout cas, rendu notre tour, il y a un soldat qui est arrivé et qui les a interdit de nous tuer. Je ne le connais pas, je ne l'ai jamais vu de ma vie. Alors, ils ordonnent de nous retrouver nos vêtements et de nous redonner nos vêtements. Alors, eux, ils sont fâchés, mais ils se disent, de toute façon, comme il y avait des barrières pas loin, ils ne vont pas passer la barrière, ils vont les tuer dans l'autre barrière. Pourquoi pas? On va les laisser partir. Ils nous ont laissé partir. Alors, on est parti. Et quand on a décidé qu'on devait aller à Kigali. Parce qu'on connaissait le chemin, mais on savait qu'on avait un oncle à Kigali. Et on ne comprenait pas que cet événement-là se passait partout dans le pays. Pour nous, c'est là, donc on pourrait aller à Kigali chez mon oncle. On ne savait pas où est-ce qu'il habitait. Mais on a dit, bon, on va les demander. Alors, on a vu des passants qui devaient partir. On les a demandé si on peut aller avec eux et s'ils peuvent nous expliquer c'est où le chemin pour aller à Kigali. Et puis, ils nous ont dit, mais ça ne vous sert à rien de partir parce que de toute façon, vous allez mourir. Vous ne pouvez pas passer cette barrière, surtout avec ma soeur qui était blessée. Il dit, vous ne pouvez pas passer la barrière. On a dit, on va tenter notre chance pareil parce que si on reste ici, on va mourir pareil. Alors, il y avait d'autres enfants. On essayait de partir et de passer la barrière. Et ces enfants-là, ils ont eu peur pour passer la barrière. Mais là, pour une fois, ma soeur a pris le leader. Elle a dit, on y va. Si on meurt, on va mourir là-bas. Donc, on a dit, OK, on a suivi les gens. On s'est caché un peu dans la foule, une dizaine de personnes. Et on a passé pendant qu'ils contrôlaient les adultes, on a pu se faufiler et passer la barrière. Arrivé sur la route, on les a demandé, c'est où le chemin pour aller à Kigali. On était à Boutaré. On leur dit, où est-ce qu'on va pour aller à Kigali? Et eux, comme ils ne voulaient pas qu'on les suive, ils trouvaient que c'était dangereux, ils nous ont montré le mauvais chemin. Donc, supposons qu'à Kigali, c'est aller à Montréal, nous autres, ils nous montraient le chemin pour aller à Toronto, pensant qu'on allait à Kigali. Et on a marché longtemps. Et finalement, on ne savait pas où aller, on ne savait pas qui demander. Et quand on rencontrait des gens qui nous demandaient où on allait, on avait compris. Mais de rien, on se disait, on ne peut plus dire qu'on est les enfants de mon père parce qu'on va mourir. Donc, on avait pris la décision de ne rien dire. Et on commençait à dire, on ne disait plus notre nom, on ne savait plus quoi faire. Donc, on a marché et dans le chemin, par la grâce de Dieu, on a rencontré un cousin que je ne l'ai jamais vu de ma vie, je ne le connais pas. Et il dit qu'il me connaît, qu'il nous connaît, qu'il m'a vu jeune et que son père, c'était l'oncle de mon père. Mais moi, je ne le connaissais pas. Ou bien j'ai déjà vu, je ne m'en rappelais pas tout simplement. Donc, on ne lui dit pas que c'est nous, parce qu'on voulait voir, on était très méfiants en ce moment-là. Alors, il nous parle d'une tante à nous qu'on connaît, qui se trouve avec eux. Et là, comme on connaissait la tante, on a décidé de le suivre. Et effectivement, on est arrivé chez mon oncle de mon père, qui avait marié une femme Hutu à cette époque. Et comme ils étaient assez puissants, apparemment, dans cette région, on n'osait pas toucher cette famille-là. Et arrivé là, on a retrouvé ma tante et on est resté... Pendant tout le reste du génocide, on est resté là. Mais la femme de mon oncle voulait nous faire tuer à plusieurs reprises. Alors, ce qu'il faisait, c'est que mon oncle suppliait sa femme, laisse-le vivre aujourd'hui, laisse-le vivre. Et au final, mon oncle a fini par, mon arrière-oncle, l'oncle de mon père, a fini par se suicider. Parce qu'il n'avait plus d'espoir. Il s'est dit, tant qu'à les voir mourir, je préfère mourir avant. Alors il s'est suicidé.
Il est décédé, donc là, on n'avait plus de protection, on n'avait plus rien. Et là, une chance que le FPR avait commencé à prendre le pays. Et en ce moment-là, ça a devenu un petit peu... tout le monde devait fuir quelques jours plus tard. Donc, on a commencé à se cacher dans tout ce qu'on trouvait. La nuit, on se cachait, on évitait les routes, on passait dans les bois, on passait dans les champs, partout où est-ce qu'on pouvait trouver une moyen, où est-ce qu'on ne croise pas des routes. Et quand le FPR a commencé à prendre le pays, on n'était plus en sécurité. Et là, on a décidé de fuir comme avec tout le monde. Et là aussi, ce n'était pas vraiment sécuritaire. Donc, on a fui avec les gens. Et à chaque jour, on rencontrait... c'était dangereux, on devait se cacher pour ne pas trop approcher les gens. Et on a marché presque jusqu'au Congo. Et là, ma tante a fait, écoutez, si on doit mourir, on va retourner chez nous, on va aller mourir chez nous. Donc, on refait des motos. Et quand on est revenu, ça a pris des jours, parce qu'avec des jours, exactement, des semaines probablement, je ne me rappelle plus très bien, mais au marché, on frappait dans les maisons, on leur demandait à manger, on leur demandait à boire, jusqu'à ce qu'on revienne à la maison. Et quand on était revenu, c'est là, écoutez, on a passé une nuit et mon oncle nous cherchait partout. Il avait fait le tour partout, il avait attendu dire qu'on était peut-être en vie. Il passait chaque jour à chaque endroit où est-ce qu'on passait. Et le lendemain, quand on s'est réveillé, on l'a vu, il était encore là. Il espérait nous revoir. Et en ce moment-là, on l'a rencontré et il nous a ramenés à Kigali avec lui. Ça a été un soulagement, mais en même temps, ça a été notre début de choses, notre début de travail, comme on dit. C'est qu'après le génocide, c'est sûr que ce n'est pas facile. On perd les parents, on perd tout le monde. Et on essaie de survivre, on essaie d'oublier. Dans mon cas, c'est ce que j'ai essayé de faire pendant des années. Et, je vous dirais que le journée où je participe vraiment dans la commémoration, j'ai commencé un peu l'année passée. Avant, je ne voulais pas. Je ne voulais pas participer. Pas parce que ce n'est pas important ou ce n'est pas intéressant, tout simplement parce que pour moi, si je vais là, j'ai essayé une fois et j'ai manqué 3 mois sans aller à l'université. Donc, je me disais, bon, tant qu'à aller à faire, je ne vais pas là parce que si je vais là, je ne pourrai pas fonctionner. Et je voulais fonctionner. Donc, j'évitais de fréquenter ces endroits où est-ce qu'on en parle, où est-ce qu'on veut en parler. J'essayais de faire tout pour ne pas me trouver là parce que je savais que j'allais être pire que j'étais. Et ça fonctionnait un temps, mais pas tout le temps non plus. Donc, j'ai dû reconnaître. En fait, la première chose qui arrive, c'est de reconnaître que j'avais vécu quelque chose d'atroce et de reconnaître que j'avais du travail à faire d'abord. Et c'est là que j'ai commencé à penser, à écrire, à partager mon histoire. Et ce n'était pas un processus très, très difficile. Mais je me disais, si un jour, mes enfants ou quelqu'un me demande qu'est-ce qui s'est passé, là, je pourrais dire, prends le livre, lis-le, tu vas savoir. Ça sera plus facile pour moi que de les répéter. Et c'est la première fois que je fais le témoignage, sincèrement. Ouais. Et la première fois, bien depuis 1994, je vous dirais. C'est quand même quelque chose d'important d'en parler, de témoigner. Et surtout 25 ans plus tard, c'est très, très important. Je pense que c'est le monde, il sait maintenant qu'est-ce qui s'est passé, le monde, mais c'est important de continuer à en parler. Je ne pense pas que je vais remarquer la commémoration à partir de cette année ou de l'année passée. Ça devient autant important pour moi et surtout, ça devient quelque chose que j'ai vu. Maintenant, je pense que j'ai fait assez de travail pour dire que je ne m'enferme pas pendant 3 mois chez moi. Et puis, je pense que je vais juste vous remercier de m'avoir écouté et surtout les responsables de m'avoir invité pour que je puisse avoir l'opportunité de repartager pour la première fois mon témoignage. Merci beaucoup. Donc, sans plus tarder, nous allons faire c'est une cérémonie. On dépose une germe de fleurs sur la tombe des gens qu'on aime. On n'est malheureusement pas au Rwanda, mais on va faire quelque chose de symbolique. Donc, je vais inviter la chargée d'affaires du High Commission of Rwanda, Madame Shakila, et un représentant de l'association des survivants, Humura, pour déposer une germe de fleurs de façon symbolique pour honorer la mémoire des victimes qui ont péri durant des génocides contre les Tutsis en 1994. Et donc le message sur cette couronne de fleurs dit « Tuzahora tubibuka ». Ça veut dire
On va toujours vous rappeler de vous. On va toujours se rappeler de vous. Et c'est un message que j'ai grandi en entendant. Je suis une personne qui est née après le génocide, mais ça résonnait en moi parce que je sentais le vide des personnes que j'ai pas connues. Et j'ai toujours dit Tuzahora tubibuka, même si je ne connaissais pas ces personnes-là. Donc c'est un message puissant qu'on transmet durant la période de commémoration pour dire We will always remember you, we will always honor your lives.